Vous êtes sur Radio Shalom. C'était pas prévu au programme. 16h30, 17h, bienveillance, respect, sourire. C'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Tu vas pas me faire encore mardi, c'est... C'est permis aussi. Ouais, c'est permis et en plus, aussi. ça rime avec... Sébastien Ripari. Sébastien Ripari. Mais pourquoi tu me parles de Sébastien Ripari ? Oh, Sébastien Ripari. Bonjour Sébastien. Bonjour. Oh, elle est très sympathique. Elle est très sympa. On a commencé l'émission depuis 20 minutes déjà. Voilà, on a commencé à parler, on a mangé, on a kiffé, on a pris un coca, on a pris des chouquettes. Non, on n'a pas pris des chouquettes. Aujourd'hui, nous avons ramené des madeleines. Comment elles étaient ? Elles étaient très bonnes. Voilà. Des madeleines au chocolat en plus. Madeleine au chocolat. Alors aujourd'hui, on reçoit Marc Sébastien Ripari. Qui est l'ami des chefs. On va parler avec lui un peu de son livre, mais son livre, on l'a lu, mais on va lui poser des questions parce que c'est juste délicieux de savoir qu'il est avec nous. C'est un livre qui s'adresse à tous ceux qui aiment manger. Tous. Voilà. Donc, on ne connaît pas vraiment autour de nous de gens qui n'aiment pas manger, n'est-ce pas, Marc ? Là, on est un peu dans le... On est mal barré. On est mal barré. En tout cas, nous, les premiers, on a dégusté ton livre. Regarde ce qu'il y a sur la table. J'ai de l'ananas. Voilà, je vais faire une petite photo d'ailleurs, comme ça vous allez voir si c'est pas vraiment... Il y a des madeleines au chocolat, des madeleines à la framboise. Non. Donc nous, on aime manger, donc on est très content de te recevoir, vraiment. Je suis ravi d'être très avec content. On s'est régalé avec ton livre, on a appris plein de choses. Je te l'ai dit hors antenne, en fait, on a eu l'impression d'avoir passé une soirée avec toi autour d'une table, tout simplement, où tu nous as expliqué plein de choses, tu nous as révélé plein de choses, des petits secrets, des anecdotes, des gens que tu as rencontrés, des bonnes choses dans les assiettes, de l'histoire, plein de choses, vraiment. On a vraiment kiffé, et donc tu es l'ami des chefs. L'ami des chefs. Paraît-il. Non, c'est un kiffeur gastronomique, moi je dirais, parce que franchement... Pas mal aussi, kiffeur gastronomique. Non, mais tu sais, j'écoute souvent les radios, toutes radios confondues, parce que quand je vais courir, et souvent les chefs sont invités, ou les amis des chefs. Et donc il y a Yves Candebord qui a une émission sur Europe 1 avec Laurent... Et mon préfacier. Qui est ton préfacier, exactement. C'est pour ça que je fais... un très bon copain. Voilà, et... Il m'a fait penser à toi, ou tu me fais penser à lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chef, mais avant d'être un chef, c'est un kiffeur. Le mec, qui te parle, rien qu'il te parle. Tu sais, je vais te dire, j'étais en train de courir et il parle de son dessert à la mandarine. Il a fait un dessert à la mandarine. J'étais sur Insta pour voir son dessert, j'avais envie de le bouffer à travers le téléphone portable. Et c'est ça, donner l'envie d'avoir envie dans n'importe quel corps de métier. Et le tien, tout à l'heure, on va reparler avec Je lui dirai demain, parce que je suis avec lui demain à 13h. Tu lui dis, Marc, alors s'il veut venir un jour ici, pareil, avec grand plaisir. Quand il parle... Mais on a envie de manger. Tu bois ses paroles. Non, d'ailleurs, ça veut dire cuisine. D'ailleurs, il a fait la préface du livre de Sébastien. Il m'a fait comprendre que tout seul, je vais vite, mais qu'ensemble, nous allons plus loin. C'est joli. J'ai adoré cette phrase, très jolie, et c'était ta préface. Et dans la postface, parce que j'ai aussi aimé... Il dit souvent cette phrase. Dans la postface, j'ai adoré Jacques Pourcel qui t'a décrit comme celui qui murmure à l'oreille des chefs. J'ai trouvé ça très joli. C'est magnifique. C'est-à-dire, en fait, on a tout de suite l'image du film, tu sais, celui qui murmure à l'oreille des chevaux. Alors, et puis tu te dis, mais c'est... Voilà, en fait, quand t'as lu le livre... C'est ça. C'est deux grands chefs, Jacques et Laurent Pourcel, qui eurent 3 étoiles à Montpellier. Yves Candebord, qui est le père de la bistronomie en France. Ils étaient à la Maison Blanche à un moment, les frères Pourcel. Absolument, à Paris. Voilà. Puis beaucoup de restaurants dans le monde. Ouais. Sont des gens qui ont un point commun, c'est la générosité, la simplicité, l'amour du travail bien fait. Ce sont des bosseurs, ce sont des gens extrêmement intelligents et extrêmement humains. Et ça résume ce qu'est pour moi la cuisine, parfois dite gastronomie, c'est qu'elle doit être toujours proche de ceux qui vont partager la table avec vous. J'ai une question qui me vient comme ça, qu'on n'a pas écrite. Mais c'est pas grave. Autant je comprends le mot gastronomie, gastronomique, ça a toute sa valeur, dans le sens positif du terme. Tout le monde ne peut pas faire de la cuisine gastronomique. Mais en fait, il y a un mot qui est devenu à la mode et qui m'énerve un peu parce que ça veut tout ou rien dire. Bistronomie, c'est ça ? Exactement, bistronomie. C'est un mot qui... c'est parce que, au contraire, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, mais exactement, ça a été galvaudé, je crois, je sais pas. Il y a plusieurs choses. Alors, pour rigoler, on parle parfois de restaurants semi-gastronomiques, ce qui veut strictement rien dire, parce que c'est comme un semi-marathon, comme tu le sais très bien, c'est la moitié d'un marathon. Semi-gastronomique, ça veut dire que c'est la moitié de la gastronomie. C'est quelle partie ? Est-ce que le plat est très mauvais et très cher, ou est-ce que le plat est très bon et pas cher ? C'est une vraie question, ça n'existe pas. La bistronomie, c'est l'acte de faire de la gastronomie à un prix plus intéressant, avec la même intensité, le même amour que tu vas avoir dans le plat, sur les mêmes produits,
mais avec un coût de revient plus intéressant. Quand tu vas parler des gens qui font de la bistronomie, aujourd'hui Christian Etchebest, Yves Candebord, des gens comme ça aussi, c'est vraiment l'acte du bon bistrot, du bistrot gastronomique, celui qu'on retrouvait dans les auberges à l'époque. D'accord, donc la cantine du Troquet, par exemple, qui est à Rungis ou qui est... Bien sûr. C'est de la bistronomie. C'est de la pure bistronomie de Ouais, C'est Christian. vrai, c'est très bon. C'est très bon et c'est vrai que c'est quand même très abordable comme prix. C'est ça. Ouais. Et tu manges très bien. C'est vrai. C'est on l'amour, le sait, hein. c'est l'amour que va mettre Christian, par exemple, à la cantine à Rungis et son chef sur place Stéphane, dans l'acte de faire à manger correctement. Tu auras une joue de bœuf absolument sublime en sauce. À l'ancienne, ça va être accompagné d'une purée faite maison, pas une purée achetée déjà faite, mais c'est vraiment la pomme de terre. On va sélectionner les pommes de terre, on va saucer tout ça et la seule chose que tu as envie de faire, c'est comme quand t'es petit garçon, tu as envie de faire un petit cratère au milieu de ta pomme de terre, oui, y mettre tout ta à sauce fait, et puis c'est ça. l'air de rien, quand tu parles avec Stéphane Layani dans un coin à Rungis, tu mets le doigt dans la pomme de terre, dans Et la hop. purée, hop, tu goûtes et tu fais waouh. Exactement. Mais d'ailleurs, tu vois, tu es venu directement à une des questions parce que tu expliques bien dans ton livre que ce qui compte finalement, c'est l'amour. C'est l'amour. Tout à fait. Donc faire plaisir par la générosité, le partage et la découverte. Et finalement, entre un chef et son client, c'est finalement une histoire C'est d'amour. là où tu fais c'est l'amour. On voudrait un peu c'est l'amour, s'il te plaît. Tu peux nous le trouver ou pas? C'est Mais le c'est duo pas sa belge, génération, des années ça. 80. C'est l'amour, tu tapes c'est l'amour, tu vas le trouver. Alors je vais te dire en Léopold Nord et plus, vous. c'est très drôle parce que je les avais vus en concert effectivement et c'est vraiment ça, l'amour dans le geste. Mais la cuisine, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un acte primordial de la vie. Quelle que soit la cuisine, le fait de donner à manger un animal qui a faim ou un être humain qui a faim, c'est lui prolonger le droit de vivre. C'est très important. On est parti dans des périodes avec des chefs prétentieux qui disaient « Oui, mais moi, je suis une star, on va laisser c'est l'amour en arrière-plan. Mais un peu plus fort, Jusso. » Voilà. Voilà. Ça, c'est pour Sébastien. C'est l'amour. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Tu la connaissais pas. Voilà. C'est l'amour. Tu connais pas? Alors, C'est le plat du jour. voilà, Ah le ouais, plat c'est du vrai. jour. Voilà, c'est l'amour. Ah bah Bon, on est en on plein va dedans aller. en fait. Voilà, Arnaud, t'as fait découvrir une chanson. Excuse-nous, Sébastien. Non, moi je suis un fan des années 80, je connais tout par cœur. En blind test, je suis imbattable. Donc ne t'inquiète pas là-dessus. Non, c'est ce qui est important, c'est cet acte de générosité. Il faut savoir que quoi que vous racontiez, parfois, quand j'audite un chef, quand je vais voir un très grand chef à travers le monde ou un jeune chef, il me raconte un peu la messe. Il va me dire, tu vois, j'ai utilisé tel produit comme ceci, je fais comme ceci, comme cela, etc. La seule chose que je vais prendre en considération en premier acte pur et dur, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, à quel prix c'est vendu, à qui ça s'adresse. Ça, c'est ce qu'on appelle le positionnement d'un restaurant. Si tu fais la meilleure pizza de Paris, absolument incroyable, tu la vends 22 balles et que les gens sont fans et viennent, c'est que ton positionnement est juste. Et ça, c'est important. Mais D'accord. Voilà, tu vois, ça- il a raison parce que si la personne en face de toi, tu sais, c'est pareil à Rungis, si la personne en face de toi n'a pas l'argent pour mettre 22 € dans la pizza, ça peut être la meilleure du monde, elle te l'achètera pas. Exactement. Il a 1000 fois raison. Il y a Pépé qui s'est installé à côté de chez moi, le fameux Pizzaïolo, champion du monde. Mais alors lui, il a tout compris. Hein. Parce que ces pizzas, elles sont mais il est plein, mais elles sont bonnes. Ouais, elles sont très bonnes. Et il a la clientèle bobo, parce que c'est une clientèle un peu bobo dans le 20e, etc. Mais il ferait la même chose à Barbès. Je suis pas persuadé C'est ça. qu'il cartonne. Ça s'appelle Parce que le positionnement, et je l'explique à un moment dans le livre, en disant qu'il y a quelques années, j'ai un copain qui rachetait des fonds, comme ça se fait à Paris, et je l'accompagne sur un nouveau fonds, et je tombe sur le nouvel acheteur qui allait monter son restaurant, et je dis à mon copain, qu'est-ce qu'il y avait avant ici? Il me dit, des burgers, il faisait des burgers. Je dis, ah, ok, je dis au jeune homme présent, je dis, vous allez reprendre le fonds? Oui, monsieur. Vous allez faire quoi? Des burgers. Je dis, mais apparemment, ça marchait pas avant. Non, mais moi, ils sont meilleurs, ils sont incroyables. Et là, je regarde mon pote qui avait le petit sourire en coin de l'œil, qui me disait, t'as vu, dans 6 mois, je reprends une com, parce que comme il va se planter... Non, il faut penser à ça. Il faut penser à voilà. tout ça, exactement. Non, Enfin, non, mais... non, la morale de l'histoire, quand même, dans tous les corps de métier, il faut se remettre tous les jours une claque dans la tête et à se repositionner. Ouais. Et surtout, pas avoir un ego comme ça. Parce que ce qui est important, surtout quand tu fais du business, tu vois, c'est de comprendre. Mon premier patron m'a toujours dit ça. Il me dit, Marc, quel que soit le produit que tu vas vendre ici, il faut comprendre le besoin de ton client. Bien sûr. Quand tu l'as compris, tu peux vendre n'importe quoi. Ouais, il me tout dit, à fait. et tu sais, on parle des chefs. Mais par exemple, une pomme de terre, bon. Du coup, je connais bien les pommes de terre, quand même. C'est mon premier job. La pomme de terre que tu vas vendre à un restaurateur, en l'occurrence Sébastien qui aime cuisiner.
c'est pas la même pomme de terre que tu vas vendre au mec qui fait les marchés ou à la centrale d'achat. Bien sûr. Pour 3 raisons. Parce que lui, ce qu'il va chercher, c'est le goût. Le mec qui fait les marchés, c'est Ouais. le goût et le visuel. Et alors, les supermarchés, il faut que ça soit des Lego. J'ai Ouais. donné un exemple de pommes de terre. J'ai un copain chef à Moscou, qui était chef à Moscou du Four Seasons à côté de la Place Rouge, qui m'appelle et qui me dit tu viens à Moscou? Je lui dis oui. Il me dit apporte-moi des pommes de terre. Je vais faire des pommes de terre duchesse. Ici, la pomme de terre, je peux pas la faire en duchesse, c'est impossible. Tu vas chez mes amis de pommes de terre qu'on connaît très bien et tu leur demandes 1 kilo de telle pomme de terre parce qu'avec celle-là, je peux travailler. Et j'ai passé 1 kilo de pommes de terre pour l'amener en Russie pour qu'il puisse faire ses essais et tout content. Voilà. C'est incroyable. Tu te rends compte? David Emerlet, le chef qui était avant, effectivement. Il y a un filet de pommes de terre qui a voyagé Voilà, pour ce qui est arriver totalement dans... illégal, mais En plus, ouais. en plus. On va faire une toute petite pause pour la pub très courte, je t'en supplie, parce que ça va tellement vite notre demi-heure. D'accord? Une petite pause pub. C'était pas prévu au programme. 16h30, 17h, bienveillance, respect, sourire, c'est tout ça l'esprit de Marc et Maggie. Bon, là, on en est déjà à 3 kilos, hein, à peu près. On a à peu près pris 3 kilos, rien qu'en parlant. Alors, Donc, on continue. On va straight to the point. Alors, Sébastien Réparé, je vous rappelle qui est Sébastien Réparé. C'est un polyvalent de la cuisine. C'est-à-dire qu'il est expert, il est audit, il est ce que vous voulez. Il est à la fois journaliste, il est kiffeur Conseiller, gastronomique, kiffeur, tout. Vous voulez monter un restaurant, vous voulez avoir une vraie aide Oui. généraliste, vous appelez Sébastien Réparé. On va parler quand même de son livre qui vient de sortir, mais qui est on en magique. parle depuis tout à Ouais, l'heure, non, mais on va y, hein. Rappelle-moi le nom du livre déjà. L'ami des chefs. Voilà, mais c'est bien de le rappeler. parce que L'ami ceux qui... des chefs, c'est Voilà. pour ça que Édition j'aime bien. HarperCollins. Exactement, c'est vrai, je dis Voilà. jamais l'édition, moi j'oublie. Alors, il est beau gosse en vrai, il est beau gosse sur le livre. Voilà. De manière, j'ai mis la photo sur les réseaux. Voilà. Hein, tout le monde a vu qu'il était beau gosse. Hein. Excuse-nous, Léa. Hein, on a passé la photo. Hein. Léa est sa petite amie. Hein. Sébastien, tu dis ne pas aimer les codes. Oui. Et explique-nous cette petite anecdote qui se trouve souvent chez les gastros, dont on a parlé en off, mais qui est juste magique, parce que j'aimerais que tu nous expliques le pourquoi du comment, ce que tu en penses. Alors, tu parles du sel et du poivre. Exactement. L'idée, moi, je pense, il y a quelques années, je mangeais avec Depardieu, il me faisait un morceau de bœuf et je lui dis, mais c'est pas comme ça qu'on le coupe normalement. Il me dit, j'en ai rien à faire, je fais comme je veux. C'est mon plaisir, c'est ma quote-part plaisir de le couper comme ça. Et j'aime bien cette liberté, je pense qu'elle a lieu parce qu'à la fin, celui qui décide, c'est toujours le client. Alors, il faut l'amener à comprendre qu'on peut manger un poisson moins cuit, on peut manger une viande plus rouge aujourd'hui. Mais il y a une vraie liberté. Et de plus en plus, dans certains restaurants qui se positionnent gastronomie avec le chef a raison, c'est moi le chef, on a tendance à oublier le sel, le poivre. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que moi j'aime manger par exemple un peu plus poivré que la normale, c'est mon goût. Et c'est vraiment dommage d'avoir seulement un grand poivrier à l'autre bout de la salle. Et quand vous demandez au serveur d'avoir du poivre, là il s'arrête, il vous regarde. J'adore Et vous cette dit histoire. le chef n'est pas très content, il n'aime pas qu'on repoivre son plat. Vous lui répondez j'en ai rien à faire, c'est moi qui paye, je veux que ça soit du poivre. Alors là il part d'un air nonchalant jusqu'au bout, il revient avec l'énorme poivrier qu'on a tous vu, jaune, bleu. Voilà, tu sais même pour pas bien comment il montrer marche. que vous êtes le seul qui monstre de cette assemblée. Et là il vous fait un J'adore. pauvre petit tour de moulin à poivre, genre ça vous va, dites un peu plus, ça vous va. Et alors vraiment vous sentez que ça va être la bagarre à la troisième. La cuisine c'est la liberté totale et absolue. Il faut manger comme on a envie de manger. On peut apprendre effectivement à consommer. C'est des rencontres. Il n'y a pas de mauvaise cuisine si on a mis le temps et l'amour. La vraie mauvaise cuisine, c'est les choses toutes fraites que vous achetez, que vous réchauffez. Il y a plein de saloperies dedans, je peux pas le dire à la coff en disant il y a de la merde dedans, mais apprenez à cuisiner. Il y a des Rungis, le plus grand marché aujourd'hui mondial. Il y a des producteurs formidables. Prenez le temps. Si vous n'avez pas le temps, cuisinez plus le dimanche et puis réchauffez un petit peu, mais faites de la vraie cuisine, de la cuisine des grands-mamans, la cuisine qui donne chaud au cœur, à l'âme, c'est important. La cuisine de votre histoire personnelle. Bien Tu en sûr. parles Ah bah, aussi bien beaucoup sûr. dans ton L'histoire livre. personnelle, parce que Maggie, elle demande pas du sel et le poivre. C'est ce qu'elle demande. T'as pas un peu d'arresta, s'il te Bah plaît oui. Mais oui, chacun a son histoire et son histoire, elle est dans l'assiette. Mais je suis sûr que ta finalement. grand-mère en faisait un formidable. Mais oui. Voilà. Bah oui. Voilà, exactement. Et quand Moi, tu je- prends un Larissa, le phare, là, elle est pas bonne, alors que tu l'as modifié un petit peu et- toi-même, on est d'accord. Exactement. Voilà. Et L'huile d'olive exactement. et Maggie, ça fait qu'un. En fait, Bah elle met oui. de l'huile d'olive dans une poêle, on fait quoi manger Ah oui, c'est comme ça. C'est un peu ça. Qu'est-ce que tu penses, Sébastien, de toutes ces nouvelles manières de démocratiser la gastronomie à travers la télévision?
tous ces Top Chef, Master Chef. Comme je dis le vraiment, dîner. alors l'histoire, pour reprendre un tout petit peu, moi ça fait 25 ans que je fais de la gastronomie dans le monde entier, que je suis considéré comme l'un des grands experts de cette gastronomie. Je travaille avec les grands chefs étoilés, je travaille avec les petits bistrots, etc., etc. Ça fait 25 ans, comme je commence le livre en disant, si vous ne connaissez pas mon nom, c'est que j'ai réussi mon boulot. Je ne voulais pas apparaître à travers ça. On m'a proposé de participer à beaucoup d'émissions culinaires, j'ai toujours refusé. Au départ, j'étais un anti, je trouvais ça compliqué, je comprenais pas vraiment le principe. Le producteur de Top Chef, c'est un ami à moi, j'ai eu de grandes conversations avec lui. J'ai un petit peu mis de l'eau dans mon vin, surtout qu'il y a pas mal de gagnants de Top Chef que je connais très bien, certains même que j'ai récupérés à leur sortie de l'émission pour les accompagner sur les ouvertures de leur restaurant. Je trouve que ça va de mieux en mieux. Mais attention, ça reste un spectacle, ça reste du cinéma, c'est de la télévision. On est là pour faire un showtime. Ouais. C'est de l'entertainment, de l'amusement. Donc évidemment, si vous vous projetez seulement sur ces émissions de télévision en disant c'est ça le métier de chef, oubliez. Le métier de chef, c'est un métier difficile, c'est un métier de travail. Le chef, c'est pas un acteur de cinéma, c'est un acteur de théâtre. L'acteur de cinéma, il vient, il va faire une prise, elle est pas bonne, on en refait une, elle est pas bonne, on en refait une, la 4e est superbe, on la conserve et c'est celle-là que vous verrez tous les jours. Le chef, c'est un acteur de théâtre. Tous les soirs, il rejoue sa pièce. S'il a le moindre problème, s'il a un oubli dans son texte, il va être sanctionné. Ouais, Et c'est exactement. pour ça que je refuse le mot critique culinaire. J'aime bien le mot journaliste parce que critiquer a un côté négatif. Et puis en plus, on ne peut pas critiquer un restaurateur quand on n'y va qu'une fois. Il faut y aller 2, 3, 4 fois parce que le chef est un homme, est un être humain. Il suffit que ce jour-là, ça soit, vous soyez plus fatigué, qu'il y ait Oui, le second et- qui ne soit pas venu et on ne peut pas être jugé comme ça. Ouais. Tu Voilà. le dis d'ailleurs, tu le dis très bien, tu l'expliques très bien dans ton livre que tu retournes régulièrement. Enfin, tu y vas au moins 3 fois pour pouvoir Et la avoir. bienveillance. Oui. Voilà. Bah, Comme et vous tu sais, disiez, vous, c'est ici. exactement, La c'est le mot, bienveillance. c'est le mot dans notre générique, c'est la bienveillance. Et les vitrines des réseaux sociaux. Ça devient complexe, le réseau social, pour plusieurs raisons. D'abord, souvent, les chefs un peu plus âgés n'ont pas une forte passion pour le réseau social. C'est Ouais. pas leur ADN, ouais. voilà. Ils sont plus en cuisine. Ensuite, il y a des jeunes chefs beaucoup moins talentueux, mais meilleurs en réseau social. Ouais. Il y a des chefs très talentueux en réseau social et très talentueux en cuisine également, mais faites attention, c'est pas parce que le chef a 50 000 ou 100 ou 200 000 followers que c'est forcément un bon C'est- chef. c'est ce que je voulais t'entendre dire. alors, nous avons été manger une fois un été dans un chef à la mode dont je tairai le nom, qui est très à la mode, et ça correspond à ce qu'il dit. C'était bon ce qu'on a mangé, Oui, oui. mais le jeu n'en valait pas la chandelle. C'est-à-dire que des chefs beaucoup plus discrets, Oui. notamment sur le réseau, Mm. et quand tu manges chez eux, c'est Mais juste c'est parfait. ce que je Et c'est voulais quand que même, tu dises. voilà, c'est quand même le plus important. Alors nous avons une question qui va, je suis sûr, étonner les auditeurs. Il y a un terme que tu emploies, locavore. Alors le cavore, c'est un terme qui est de plus en plus usuel aujourd'hui. Le cavore, c'est l'idée de pouvoir manger des produits qui sont à faible distance du lieu de consommation. Donc on parle de 150, 200 km, 100 km. Voilà. En gros, maintenant aujourd'hui, pour être un peu plus large, on part sur des distances de 200 km. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller chercher des produits qui sont faits dans sa région, parce qu'évidemment, il y a une empreinte carbone extrêmement importante quand vous faites venir des produits de très loin. Alors ça remet beaucoup de choses en question. Si vous prenez Laurent Petit, chef emblématique d'Annecy, 3 étoiles au Michelin, il a décidé de devenir végétal lacustre. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire consommer, de sublimer par sa cuisine des produits régionaux. Donc il va travailler les poissons de ces 3 lacs, comme la Ferra par exemple, mais il va même plus du tout aller chercher des poissons qui viennent du nord Atlantique, etc. Le locavore, c'est ça. C'est une volonté aujourd'hui de prendre conscience que non seulement ce qu'on mange, ça doit nous faire du bien au corps, mais ça doit être positif pour la planète. C'est une totale nouveauté, mais c'est une obligation de survie aujourd'hui parce que quand vous avez effectivement des produits qui viennent de très très loin, qui font des milliers et des milliers de kilomètres et qui finissent ensuite dans des supermarchés transformés pour arriver dans votre assiette, non seulement vous allez vous polluer le corps, mais en plus vous allez détruire la planète. Donc faites attention. Il y a des producteurs de grande qualité qui sont plus proches de nous et le locavore, c'est de respecter cette distance entre le lieu de consommation et le lieu de fabrication. D'accord, c'est super. Moi, j'ai encore une autre question parce qu'on a adoré. En fait, en réalité, on faudrait qu'on le ravite au moins 3 ou 4 fois parce qu'il y a plein de choses. Alors, on a bien compris que tu étais flexitarien. Moi, j'ai adoré. Il est flexitarien.
J'ai dit à Marc Franco, on reçoit un flexitarien, mais il va nous dire ce que Mais c'est. alors, maintenant, Nous, on sait maintenant, hein. on met des mots sur tout. Alors, voilà. c'est très bien. En gros, ma devise dans la vie, ça a toujours été ces termes latins qui disent uti non abuti. Ça veut dire use de tout, mais n'abuse de rien. Ça veut dire qu'on peut faire tout, mais pas aux extrêmes. Le flexitarien, aujourd'hui, se positionne évidemment comme des gens qui ont envie de manger mieux en respectant des causes profondes. Par exemple, la souffrance animale. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de manger tous les jours de la viande à tous les repas. On n'est pas obligé de surconsommer le poisson alors qu'il y a des moments de frais dans la mer et qu'il y a des poissons qui sont en danger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas plus les manger. Ça veut dire qu'il faut juste réfléchir au moment où on pourra les consommer. Voilà, le maigre, par exemple, il y a beaucoup de maigres aujourd'hui. C'est pas un joli mot, le maigre. Il y a beaucoup de chefs qui n'aiment pas utiliser le maigre dans leur restaurant parce que t'as fait du maigre, ça fait pauvre. L'autre jour, j'étais chez Fanny Ray. Voilà, et Fanny Ray, chef étoilé, m'a proposé dans la chambre, puisqu'elle montait son repas dans la chambre, effectivement un maigre retravaillé, sublimement bien fait. Donc faites attention, le flexitarien, c'est juste cette limite entre je ne suis ni végane, ni végétarien, ni viandard, je suis le milieu, c'est-à-dire que je mange de tout, mais je n'abuse de rien. J'adore. C'est génial, franchement. Quand je vous dis, en fait, vraiment, ce sentiment, tu vois, en parlant, en discutant encore avec toi, je me rends compte que vraiment, c'est ça que j'ai aimé dans le livre. J'ai l'impression que, voilà, on est à table avec lui et voilà, il nous raconte. C'est un passionné de ce qu'il fait. C'est vraiment, un vrai passionné. Je et suis... ce livre, pour finir, ce livre, quand il est vraiment né sur le fait que, me cachant depuis des années, ne voulant pas apparaître, il y a eu un moment donné où il y a beaucoup de gens qui se prétendaient experts en gastronomie ou autres, parlaient dans les médias et qui disaient des choses qui me paraissaient complètement fausse, voire totalement idiote. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi moi, je ne vais pas expliquer ce que c'est que ces 25 années dans la gastronomie mondiale qui passent de Shalom Kadosh en Israël ou Ezra Kedem, qui vont aller de l'autre côté de l'Atlantique. Je connais tous ces chefs, je les ai côtoyés, je les côtoie encore régulièrement. J'aime ça et j'avais envie de reposer les choses. Et surtout, ne pas faire un livre d'experts qui était réservé à des gens extrêmement cadrés, calés, qui allaient discuter, mais que ça soit juste l'envie de m'inviter chez vous par le livre, de passer un bon moment, de rigoler, d'avoir faim, et puis d'apprendre des choses. Exactement. Tiens, nous, moi, alors, rien à voir. Après. Je suis devenue copine Instagram avec un chef israélien qui s'appelle Meyer Adoni. Tu le connais ? De nom seulement. Écoute, alors d'abord, je rigole parce que c'est le sosie. En fait, au départ, j'ai rigolé parce que c'est le sosie de Marc. Et en plus, j'ai dit, mais et en fait, je vois que c'est un grand chef israélien. Et d'ailleurs, la prochaine fois qu'on va en Israël, il nous attend dans un de ses restaurants, hein, je te le dis. Ouais. Tu as une question, parce que moi, la dernière, je veux la garder pour moi. Quels sont rapidement, mais vraiment rapidement, les défis essentiels de la gastronomie dans les années futures, à ton avis ? Le durable, vraiment. C'est-à-dire que la jeune génération fait très, très, très attention à ce qu'elle mange. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui consommateurs qui vont voir dans les poubelles des chefs ce qui s'y passe pour respecter effectivement le non-déchet, la souffrance animale. À ce fait, j'ai cofondé une association, un mouvement international qui s'appelle Chef for the Planet. Voilà, avec des partenariats, entre autres, avec l'UNESCO, pour expliquer petit à petit, donc on a une centaine de chefs dans l'association, pour expliquer petit à petit ce que c'est que la gastronomie durable. Ça sera le grand défi de demain. On va manquer d'eau, on va manquer de place. Il faut qu'on mange mieux. On sera de plus en plus à vouloir manger, car on sera de plus en plus nombreux sur Terre. Donc à un moment donné, on a bien remarqué que la surabondance de l'agriculture de mauvaise qualité n'est pas une solution. Tu le sais très bien, Marc, parce que toi, tu as la chance de travailler dans un endroit où c'est un peu le paradis pour tous les chefs. C'est là où tu te promènes et puis tu découvres des produits qui arrivent à maturation parfaite et tu n'as qu'une envie, comme les mandarines que tu m'as gentiment offertes il n'y a pas longtemps, c'est de les croquer à pleines dents et d'avoir cette odeur et de ce produit. Et ça, c'est vraiment important parce que quand vous voyagez, que vous vous retrouvez, moi, il y a quelques années en Grèce, dans un jardin où il y avait des orangers, je marchais et ça sentait les oranges. Ah ouais, la fleur d'oranger. C'est absolument incroyable. C'est vrai. Et il y avait cette odeur quand on descendait de l'aéroport. Je reviens encore à Israël, parce que, excusez-moi, je suis israélienne, donc c'est mes souvenirs d'enfance. Quand tu descendais de l'avion, bien sûr, il y avait l'odeur de la fleur d'oranger dans l'air. Mais remarque, quand tu étais en Éthiopie, tu m'as dit que tu avais l'odeur des épices. Et oui, et quand j'étais en Éthiopie, je suis descendue de l'avion, j'ai le nez qui a commencé à picoter, mais vraiment, et à éternuer. Et en fait, ça sentait les épices... Les épices, je ne sais pas lesquelles d'ailleurs, mais les épices, c'était vraiment, j'ai adoré. Alors moi, la dernière question, c'est pas vraiment une question, c'est quelque chose que j'ai envie de te dire parce que j'ai... Elle est israélienne. Ouais. Donc tu vas comprendre. Non, on est quand même sur Radio Shalom, même si c'est vrai que c'est pas écouté que par la communauté, parce que c'est 94.8.
j'ai noté que Guy de Savoie a dit que cuisiner, c'était transformer un produit brut en émotion. Je trouve ça mais 1000 fois vrai. Tu connais Golda Meir. Oui, bien Alors, sûr. Golda Meir était la première ministre d'Israël. Et Bien elle a sûr. toujours dit une chose, Golda Meir. Elle a dit que les plus grandes décisions qu'elle a eu à prendre pour Israël dans sa vie et pendant son mandat se sont faites autour d'une table, Absolument. dans une cuisine et autour d'un très bon repas. Et je trouve que ça résume complètement ton livre. Moi, je me suis permise de citer Golda Meir. Mais c'est je vrai. pense que la naissance même de l'État a dû se faire autour d'une table, oui. mais comme toujours. Mais La même table, ça pour nous, réunit, bien sûr. même pour nous, Mais bien sûr. des fois, tu vois, tu te fais des repas entre copains et puis tout à coup, tu as des idées qui arrivent, Bien sûr. tu as des associations qui se font, tu as des mariages qui se Alors, défont, vaut il y en mieux a faire d'autres qui se font. Vaut mieux faire un repas juif séfarade que ashkénaze, parce que sinon... Ouais, la truite, la perche, Ouais. la carpe, Carpe farcie. c'est carpe farcie, tout Ah, ça, on est c'est d'accord. super. C'est moins on bon. est d'accord. Mais, Déjà, d'accord. Si- Ouais. Juste pour terminer, Oui, alors oui, bien sur Radio sûr, bien Shalom, sûr. effectivement, moi je prends toujours sur les Shabbats un plaisir absolument incroyable de voyage. J'adore, j'ai vraiment des points de repère formidables avec des guéguerres assez drôles sur la tchatchouka avec ou sans merguez. Là, ça c'est lancé. Ouais, Mais en tout cas, le il y a prochain débat. voilà. Mais il y a des choses formidables et je pense qu'il y a une culture culinaire israélienne absolument incroyable avec des choses qui sont, encore une fois, qui vous rappellent l'enfance. Et puis d'ailleurs, quand vous allez manger les herbes amères, ça vous rappelle des parties, des passages Ouais, de votre exactement. culture. Exactement. Je trouve que ça rassemble Mm. et c'est quelque chose de formidable. En tout cas, pour tous les goys qui pourraient écouter cette émission, J'adore. si jamais vous n'avez jamais fait un Shabbat, Faites-vous inviter. faites-vous inviter parce que c'est quand même un des plus grands moments autour de la table qu'on puisse connaître. Ah, C'est puis là, ça gentil. gueule dans tous les sens. Ça Mais on va gueule les dans tous inviter les à la sens. maison. Oui, on va les inviter, on va faire un Shabbat Ah, avec enfin, Léa. ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Tu nous as régalé, encore une fois, hein, Marc. Ah, moi, Merci Franchement, vraiment de l'invitation. j'adore. Euh, Il est sympathique. Ouais. Et non, Il donne envie. Il est. Non, il Voilà, est- vraiment merci, c'était très sympa. On avait envie de passer sais C'est même ma pas vie si on dans a- les Halles parce que mais on va Non. tu l'as Non, pas- il fait des gros yeux. Bah alors j'invite tous les auditeurs à aller écouter C'est ma vie dans les Halles qui était le premier titre que Marc a Et enregistré. même le début de la Mais- chanson des années 80, on n'a pas le temps. Mais on lui fera écouter après. Et en fait, ça résume bien un petit peu tout ça parce que c'est ma vie dans les Halles, c'est tout ce qui se passe au Hall de Rungis. Ouais. Et c'est finalement là où tu vas aussi certainement, Sébastien, prendre des odeurs, des saveurs et des couleurs. C'est ça en Oh fait. là hein. là. Et Voilà. des rencontres. Et des rencontres, tout à fait. Marc, à demain. Écoute, demain, Ça va vite, je ne sais même pas de quoi on parle demain. c'est mercredi. J'ai oublié. On verra. Et il y a On s'en Sébastien fout. à Paris, l'ami des chefs. Voilà qui sera l'ami là des demain. chefs qui reviennent nous finir parce qu'on Sébastien a plein de Paris. trucs Allez, à dire. achetez son bouquin, son Il livre, faut aller pardon. acheter son livre, On peut le vraiment. trouver à la Fnac partout. Partout. Vraiment, tout Il le est- monde peut Non le mais j'aime lire. bien la tête de tueur, Vraiment. la tête d'étalien un peu, tu Mais sais, genre beau j'adore. gosse. C'est il est- vraiment un J'adore, très super sympathique. bouquin. Je remettrai sur les réseaux sociaux. Oui. Alors on trouver, remercie etc. Sébastien. Merci beaucoup à vous. On remercie Maggie, on remercie Arnaud qui nous fait des signes, je vous en supplie, Et- laissez-moi faire. Ouais. Et on remercie tout Radio Shalom de pouvoir nous donner cette chance Et merci à d'annoncer- toi, Marc. d'annoncer le flash international. International. Parce qu'aujourd'hui c'est international. Et heureusement il y a Gandus. Gandus, le flash de Pierre Gandus.